bonsoir, bonjour à tous, merci d'être là et bienvenue pour cette 6e table ronde des Journées Rives, avec comme thématique, je vous le rappelle, la mobilité des personnes et des marchandises. Quelle innovation en France et à l'international? Alors j'ai le plaisir de vous présenter nos invités. Nous avons Thierry Archambault, vous êtes président délégué de la Chambre syndicale internationale de l'automobile et du motocycle. Nous avons Valérie Bouillon-Delporte, vous êtes présidente d'Hydrogène Europe et vice-présidente de l'Association française pour l'hydrogène et les piles à combustible. Nous avons Jean-Marie Sermier, vous êtes député du Jura, vice-président de la Commission du développement durable à l'Assemblée nationale. Nous avons Loïc Boutier chez Dacia, vous êtes ingénieur en chef responsable du GPL et du GNV. Nous avons Arnaud Pigounides, vous êtes président de Rétrofutur qui fait du rétrofit. Et enfin, Karima Delli, qu'on ne présente plus, députée européenne, présidente de la Commission des Transports et du Tourisme et du Parlement européen. Alors je rappelle brièvement les règles du jeu. Vous aurez chacun 5 minutes, c'est court, mais comme l'a dit Marc, l'idée étant que le dernier quart d'heure, Marc nous rejoigne et puisse poser les questions que les spectateurs auront eu envie de vous poser lors des débats. Je vais commencer avec vous, Thierry Archambault. Vous représentez donc le SIAM, qui sont en fait principalement l'ensemble des filiales françaises des constructeurs internationaux, alors qu'il s'agisse des constructeurs automobiles, mais aussi dans le deux roues et dans les camions. Et par rapport à la thématique de l'innovation en France et à l'étranger, j'ai envie de vous poser une première question. On nous a beaucoup parlé il y a quelques années, enfin encore récemment, de la voiture autonome. J'ai le sentiment qu'on en parle un peu moins. Alors qu'en est-il? Est-ce que c'est l'avenir ou est-ce que c'est un petit peu reporté? Ils travaillent, mais on s'aperçoit que on bute sur des obstacles qui paraissaient devoir être traités plus rapidement. Et puis, il y a un deuxième élément qui joue dans l'approche concernant la voiture autonome, c'est son acceptabilité sociale, qui n'est pas non plus forcément aussi évidente que ça. Et puis enfin, on peut se poser la question de savoir si 100% de voitures autonomes sur 100% du réseau routier, ça a un sens. Économiquement, en tout cas, sûrement pas. Donc, ce n'est pas vraiment la voiture autonome qu'on va voir apparaître comme innovation dans le transport des personnes dans les années à venir à court terme, mais beaucoup plus quelque chose qui, je crois, peut constituer un maître mot, y compris dans le transport des marchandises, c'est l'intermodalité. C'est défendu par la SIAM depuis très longtemps et c'est l'idée que chaque mode de transport a sa zone de pertinence. Et donc, un moyen d'optimiser la réduction des gaz à effet de serre, c'est d'optimiser l'utilisation des transports par l'intermodalité, c'est-à-dire par l'interconnexion des modes de transport entre eux. Et donc, ça fonctionne pour la voiture et ça fonctionne également pour les camions. C'était d'ailleurs le maître mot, je crois, de l'intervention d'Édouard Philippe lorsqu'il a ouvert les assises de la mobilité. Il avait signalé que ces assises auraient produit un succès le jour où, avec un petit smartphone, on pourrait organiser ces transports. Et on voit bien, si on regarde sur une trentaine d'années en arrière, on voit bien qu'on a beaucoup évolué dans le regard qu'on portait sur le transport en voiture. Il y a quelques décennies, on achetait une voiture et c'était un élément de statut. C'était une part de soi-même que la voiture portait. On était dans la possession du bien avec son nom sur la carte grise. Puis on est passé, il y a une bonne vingtaine d'années aussi, petit à petit vers un achat d'usage de la voiture. On a commencé à ne plus faire figurer le nom du propriétaire sur la carte grise. On a développé arrive aujourd'hui et dès 2021-2022, des propositions vont être faites sur le marché par beaucoup de constructeurs. On arrive à un achat de mobilité, c'est-à-dire qu'on n'achète plus une voiture, on achète un pack qui permet l'usage d'un certain nombre de modes de transport différents entre eux. Et on pourra procéder à cet achat via une application très simple sur smartphone. Donc on est bien en train de... Pardon ? Thierry Archambault, multimodal dont vous parlez, ça fait un moment qu'elle est promise, qu'elle est rêvée, j'ai envie de dire.
Est-ce qu'aujourd'hui, les constructeurs, mais l'ensemble des acteurs, travaillent à une offre comme ça où on pourrait avoir d'un coup avec son téléphone, tu passais du train à une voiture en autopartage, à un vélo ou que sais-je, des patins à roulettes. Mais ça va arriver quand? Parce que ça fait longtemps qu'on nous en parle. Vous qui êtes au cœur finalement des problématiques des constructeurs, ils sont prêts à passer ça finalement à laisser une partie de leur clientèle sur le multi-usage? Oui, tout à fait. Ils y sont complètement prêts, ils y travaillent tous d'arrache-pied. Il y aura des offres commerciales dès 2021 et 2022 dans différents pays d'Europe simultanément, y compris en France. Oui, oui, tout à fait. C'est vraiment d'actualité. C'est pour ça que j'ai trouvé intéressant d'aborder ce point dans cette table ronde, parce que ça paraît pas, techniquement, ça paraît pas spectaculaire comme peut l'être une voiture autonome, mais c'est pourtant profondément révolutionnaire, et puis c'est pas non plus très simple à mettre en place, vous vous en doutez, puisqu'il faut mettre autour de la table un grand nombre d'interlocuteurs qui, jusqu'à présent, travaillaient chacun en silo et développaient ses propres offres de mobilité. Et on a un phénomène… Ça serait envisageable pour les camions? Ça serait envisageable pour les camions aussi, puisque je sais que vous représentez aussi cette filière. Alors, sur le camion, ça prendra des formes différentes, mais là aussi, on avait par exemple un thème qui était très à la mode, on en avait parlé dans précédentes rives, le platooning. Bon, c'est vrai que le platooning avance, c'est vrai que probablement on verra peut-être… Précisez ce qu'est le platooning. Le platooning, c'est lorsque des camions circulent en convoi, le camion de tête pilotant les autres par GPS, et les camions étant accrochés sans fil, bien sûr, au camion de tête, les conducteurs ont la main sur le volant pour des raisons de sécurité, mais ne conduisent plus le camion. Voilà, c'est ça. Donc, c'est des convois de camions dans lesquels on rentre et on sort en toute liberté. Ça verra le jour probablement, mais là aussi, il y a des obstacles réglementaires et d'acceptation sociétale qui font que ce n'est pas si simple. Par contre, on s'aperçoit qu'il y a un sujet qui revient très, très à la mode, c'est le report modal du fret sur les trains et les bateaux. C'est au cœur du projet de loi que Barbara Pompili veut porter. Ce n'est pas simple, mais on a par exemple l'exemple de la Suisse où ça fonctionne bien. Et voilà, donc c'est Thierry, qui seront probablement sur le marché avant celles dont on parlait beaucoup. Thierry Archambault, merci beaucoup. On est arrivé au bout des 5 minutes. On en reparlera avec Marc et avec les questions. Valérie Bouillon-Delporte, je me tourne vers vous. Vous êtes donc présidente d'Hydrogène Europe, vice-présidente de l'Association française pour l'hydrogène et piles à combustible. Alors, vous n'étiez pas là aux autres tables rondes, mais vous auriez pu participer à toutes. Je crois que tout le monde a parlé d'hydrogène depuis ce matin. On en a parlé ensemble en préparant l'interview. Qu'on soit bien clair, finalement, je crois que l'un des grands enjeux aujourd'hui dans le développement de l'hydrogène, c'est d'arriver à produire de l'hydrogène vert. Est-ce que vous pouvez nous en parler et quelles sont les perspectives pour arriver à produire cet hydrogène vert, c'est-à-dire principalement à partir d'énergies renouvelables? Parce que sinon, le contrat n'est pas complètement rempli. Et on m'a dit que c'est un des enjeux majeurs avec la massification de l'offre. Mais on en est où avec les 7 milliards qu'on met sur la table? Voilà. Alors, il y a plusieurs points. La massification de l'offre, c'est exactement un point. Si je vous donne déjà ce qui se passe au niveau européen, l'hydrogène vert, c'est vraiment la priorité, c'est le pôle à atteindre. Donc, il y a quand même un grand chemin à parcourir, puisqu'aujourd'hui, on est quand même dans une production d'hydrogène qui est plutôt fortement carbonée. Mais l'objectif, c'est d'arriver à 40 gigawatts au moins sur le sol européen, de capacité de production d'hydrogène vert par électrolyse. Et donc, ce sont des actions qui sont non seulement portées par Hydrogène Europe et les industriels de cette chaîne de valeur, mais en étroite collaboration avec tout l'écosystème institutionnel européen et notamment la Commission européenne. D'où cette initiative qui a été portée par le premier vice-président Frans Timmermans dès le mois d'avril dernier, de créer cette alliance autour d'une initiative pour construire cette capacité en Europe de 40 gigawatts, mais également avec des pays partenaires pour créer aussi 40 gigawatts sur ces pays-là. L'objectif étant d'arriver le plus rapidement possible, donc c'est d'ici 2030, à produire massivement pour arriver à un prix de l'hydrogène vert économiquement acceptable pour les utilisateurs. Cet objectif de production massive, on la retrouve également dans tous les plans nationaux.
Donc, vous allez retrouver 5 gigawatts de capacité de production en Allemagne, vous allez retrouver 5 gigawatts également pour le Portugal, et côté français, vous allez retrouver dans la stratégie Hydrogène France l'objectif de 6,5 gigawatts à l'horizon 2030. Et une partie des 7 milliards doivent servir justement à 3 axes. Le premier, c'est la décarbonation de l'industrie, donc qui va être fortement consommatrice de cet hydrogène vert. Le second, c'est de créer une filière de mobilité hydrogène à la fois sur les équipements, mais également sur le déploiement. Et cette filière va également être fortement demandeuse d'hydrogène vert à prix compétitif. Et la troisième, c'est pour y arriver, il faut construire une filière industrielle robuste avec des électrolyseurs de l'ordre de 1 gigawatt, voire plusieurs centaines de mégawatts. Et nous avons la chance en France et en Europe d'avoir des acteurs très présents sur cette filière pour être les champions industriels de demain, non seulement à l'échelle française européenne, mais également dans le monde entier. C'était ma question. On est bien placé. 7 milliards et les champions que nous avons face justement à la Chine, aux Asiatiques, aux Américains, même aux Allemands, on est dans la course aujourd'hui ou on ne fait que rattraper notre retard? Alors, on est dans la course, à la fois au niveau français et au niveau européen. Au niveau français, la France met sur la table autant d'argent que l'Allemagne pour son industrie nationale. Donc, 7 milliards côté français, 7 milliards côté allemand. Vous avez d'autres pays qui mettent aussi des plans de subvention assez conséquents. L'Espagne vient d'annoncer 9 milliards, le Portugal 1 milliard, l'Italie 4 milliards, l'Autriche 2 milliards, les Pays-Bas ont annoncé leur stratégie récemment. Il y a beaucoup de milliards dans l'histoire, mais c'est nécessaire. C'est nécessaire parce que côté européen, ils se sont aperçus que les technologies hydrogènes constituaient également un moyen pour repositionner l'Europe dans sa dimension industrielle, dans la course à l'échelle mondiale. Nous avons au niveau européen et aussi au niveau français, si je vous prends l'exemple des électrolyseurs de haute température, nous avons des champions à l'échelle mondiale, c'est-à-dire ce sont des champions industriels qui sont en avance par rapport aux industriels des autres pays. Donc, non seulement nous ne sommes pas en retard, nous sommes dans la course, mais la fenêtre de tir est très, très courte. C'est-à-dire nous n'avons pas 20 ans devant nous pour arriver à appréhender ce marché. Vous avez des pays comme les pays asiatiques, la Chine notamment, qui mettent également de nombreux moyens sur la table pour, en matière de mobilité, accélérer le déploiement de cette mobilité zéro émission en combinant à la fois le déploiement de véhicules électriques à batterie et de véhicules électriques à hydrogène. Donc, c'est la responsabilité des pays européens et de leur gouvernement de faire de même pour arriver à déployer massivement et à avoir, je dirais, cet effet boule de neige à partir du moment où vous avez marques qui peuvent avoir accès à cette mobilité zéro émission à un prix compétitif, vous entraînez toute la filière, vous allez entraîner les équipementiers, vous allez entraîner les constructeurs, vous allez entraîner également tout l'écosystème autour de l'infrastructure, mais et également de la production de l'énergie. Et tout cela, ça crée des emplois, ça crée aussi des champions industriels. Merci beaucoup, Guillaume Delporte. Je me tourne vers vous maintenant, Jean-Marie Sermier. Vous êtes député du Jura et vous êtes vice-président de la commission du développement durable à l'Assemblée nationale. Alors, ce qui est intéressant quand on parle d'innovation, en préparant l'interview, vous m'avez dit c'est clair qu'on est en train de sortir du monocarburant et quels sont les carburants d'avenir. Mais vous m'avez dit, ce qui est important aussi de tout de suite envisager, ce seront les stations d'avitaillement. Parce que quels que soient finalement les carburants qui sont choisis, il ne faudra pas oublier que tous les territoires soient couverts. Il me dit, c'est une innovation qu'il ne faut pas oublier. Vous m'entendez? Oui, vous m'entendez? Oui, je vous entends. Bonjour à toutes et à tous. Effectivement, la crise qu'on vient de subir, qu'on subit encore actuellement, nous rappelle que le véhicule le plus simple, le plus commode, avec le plus de confort, c'est quand même la mobilité individuelle. Et je crois qu'on a souvent confondu la réduction des gaz à effet de serre avec le transport collectif.
Donc, il faut aujourd'hui réaffirmer qu'on a besoin de mobilité individuelle et par contre que cette mobilité individuelle doit être décarbonée. Et on arrivera donc à un résultat écologiquement intéressant et puis un confort pour nos concitoyens. Alors, beaucoup d'entreprises, et ça a bien été dit au cours de cet après-midi, beaucoup cherchent effectivement et ont des projets d'avenir sur des carburants propres. Donc, vous avez évoqué l'électricité, on a évoqué les biocarburants, l'hydrogène, le biogaz. Donc, tout cela, c'est effectivement important. Les constructeurs font un effort formidable pour s'adapter, les motoristes également. Mais pour que cela marche, il faut qu'on puisse permettre à chaque Français, en tout point du territoire, quand il décide de faire l'acquisition d'un véhicule avec tel ou tel type de carburant, de pouvoir trouver le carburant. Et donc, il faut que ce que nous avons actuellement pour les carburants traditionnels, c'est-à-dire en gros un maillage quasiment cantonal sur tout le territoire de stations, je crois que c'est 12 à 13 000 stations qui sont aujourd'hui existantes en France, eh bien, il faut qu'on puisse permettre d'avoir ces stations-service demain avec l'ensemble de la gamme des carburants pour pouvoir faire en sorte que nos concitoyens trouvent une solution là où ils sont. C'est le synonyme de réussite. On ne peut pas simplement proposer leurs possibilités, sachant que quand ils iront voir leur famille ou quand ils partiront en week-end à la campagne, eh bien, ils n'auront plus la capacité de trouver des solutions. Il faut vraiment qu'on puisse développer donc, un système d'avitaillement extrêmement précis, extrêmement performant et sur tous les points du territoire. Alors ça, justement, la LOM, sur ce sujet, sa mise en application, est-ce qu'elle vous aide pour la couverture en avitaillement de l'ensemble de ces points? On en est où, justement? On a voté le texte de la loi mobilité. On avait bien prévu qu'il fallait avancer sur ce sujet et il a été question de pouvoir, notamment, je crois que c'était l'article 67, de pouvoir prévoir donc des décrets d'application pour permettre techniquement, alors moi je ne suis pas du tout technicien, c'est pour ça que je suis élu d'ailleurs, mais donc pour permettre de faire en sorte que dans une station-service, on puisse offrir le bouquet des différents carburants. Et techniquement, il y a des choses à écrire et le décret qui devait sortir au début de l'année 2020 a été repoussé une première fois et on le comprend avec la crise sanitaire. Et il devait sortir cet été, mais là, aujourd'hui, on attend que les services à M. Djebari rédigent définitivement le décret pour qu'il puisse sortir avant la fin de l'année. Donc, il reste 6 semaines maintenant. On espère que ce décret sortira. On l'attend parce qu'on ne peut pas demander aux constructeurs et aux investisseurs dans les stations d'avitaillement de le faire s'ils ne connaissent pas la totalité des mesures techniques qu'ils doivent prendre pour assurer la fameuse gamme de produits carburants. Merci beaucoup, Jean-Marie Sermier. Je me tourne vers vous, Loïc Boutier. Vous êtes ingénieur en chef, responsable du GPL et GNV chez Dacia. Alors, je précise que Renault Dacia est l'un des seuls constructeurs, je crois, à proposer dans sa gamme des versions GPL. Alors, est-ce que vous pouvez brièvement nous rappeler les intérêts du GPL aujourd'hui par rapport justement à la transition énergétique? Bonjour à tous. Oui. Merci de m'avoir invité. Donc, je vais tout d'abord essayer de rappeler un petit peu dans quel contexte on se situe. Donc, le groupe Renault, à travers la marque Dacia et la marque Renault, nous proposons des véhicules GPL depuis plus de 10 ans maintenant. Nous avons une grande expérience dans ce domaine-là. Je dirais que globalement, pour rappeler un petit peu les grandes lignes, quand on regarde à l'échelon européen, comme l'a dit mon prédécesseur, il y a un problème d'avitaillement d'une manière générale si on regarde les nouvelles énergies. Donc, pourquoi on a fait le choix du GPL du côté de Renault et Dacia? Il y a la disponibilité de ce carburant. Alors, je rappelle que ce carburant, il présente l'avantage de faire le CO2 d'un diesel avec un moteur de base essence, qu'il est très disponible sur le marché, du fait que nous avons des stations à travers l'Europe aux alentours de 33 000 pour l'Europe de l'Ouest,
Les stations se développent à travers toute l'Europe. On a à peu près pris plus 15%, 15-20% lors des 10 dernières années. C'est un carburant qui est disponible partout en Europe, qui est capillaire, le coût d'une station est relativement faible et permet un développement rapide si besoin. Alors, évidemment, nous, on a choisi ce carburant-là d'une manière transversale, puisque nous sommes un constructeur, nous vendons dans toute l'Europe. Et le principal intérêt de ce carburant, c'est qu'il est disponible, qu'il permet des évolutions des véhicules, de faire le CO2, comme je l'ai dit tout à l'heure, sur tous les diesels, d'un niveau d'un diesel avec un moteur essence, avec des niveaux de particules quasiment inexistants, puisque je rappelle que c'est une énergie gaz et qu'il n'y a pas de particules. Donc, ça nous permet d'avoir une solution qui est disponible dès maintenant, comme le rappelait monsieur juste avant, c'est-à-dire qui nous permet de permettre la mobilité à des gens qui sont dans des zones qui ne sont pas forcément en centre-ville, et une mobilité qui est une mobilité durable dans la mesure où on réduit les émissions, toutes les émissions. Alors, juste pour rappeler aussi, évidemment en France, le GPL n'est pas forcément très connu, mais il y a des pays comme l'Italie où il y a de très forts volumes de GPL, partout en Europe finalement, y compris l'Espagne qui a débuté beaucoup plus tardivement que nous et qui a des gros volumes. Justement, comment vous expliquez que justement en France il ne soit pas si connu et que finalement d'autres constructeurs, en tout cas en France, ne proposent pas dans leur gamme de motorisation GPL? Je pense, je ne sais pas réellement répondre à cette question, pourquoi ils n'ont pas fait le choix du GPL. Ce qui est clair, c'est que le GPL, c'est une énergie qui est disponible, qui est relativement peu onéreuse d'un point de vue utilisation, puisqu'on a un coût d'utilisation qui est à peu près équivalent à celui d'un diesel, et surtout qui est abordable pour les clients qui sont principalement les clients des petits véhicules. Alors, il y a un gros intérêt du GPL, je ne l'ai pas cité parce que je n'ai pas jusqu'à maintenant, c'est-à-dire que vous mettez un réservoir de 40 litres de GPL, vous avez 500 km, 550 km d'autonomie. Pour mettre du GNV, la densité énergétique est beaucoup plus faible. Il vous faut 120 ou 130 litres de réservoir. Et là, tout de suite, ça impacte très fortement des petits véhicules. Alors, le GNV, c'est même plus que certainement, c'est certain. C'est une très bonne énergie pour les camions. Parce qu'on a la place où mettre les réservoirs sur les côtés des châssis, ce n'est pas un problème. Sur les utilitaires, ça a un grand avenir. Sur les véhicules particuliers, ça reste quand même compliqué. Les modifications sont quand même très lourdes pour pouvoir emporter des bouteilles à 200 bars sous les véhicules. Mais on y viendra certainement un jour. Mais pour le moment, le rapport densité d'énergie sur volume pris dans le véhicule, le GPL est imbattable pour le moment. Je précise pour ceux qui nous suivent, quand on parle souvent de bicarburation sur les modèles Dacia, c'est-à-dire qu'en fait, on a à la fois un réservoir d'essence et à la fois un réservoir de GPL, et que le passage de l'un à l'autre, généralement, se fait de façon totalement invisible, mais donc on a quand même les deux types d'énergie. On est d'accord? Tout à fait. Qui permet pour le client qui arrive dans une zone où il y a une difficulté à trouver une station, à quand même continuer à rouler. Mais de toute façon, il y a un réseau qui est suffisamment dense sur la France pour pouvoir alimenter toutes les parties de la France. Merci. Après, le point important qu'il faut voir… On a 5 minutes. Loïc, je suis obligé de vous couper. On arrive au bout des 5 minutes et on en reparlera dans la deuxième partie avec les questions. Arnaud Pigounides, vous êtes président de Rétrofutur. Est-ce que vous êtes dans une voiture rétrofitée? Je vois que vous êtes dans une auto. Est-ce que c'est une voiture dont vous avez enlevé le moteur essence et vous avez installé un moteur électrique? Parce que vous avez beaucoup œuvré. Si la loi est passée, c'est entre autres grâce à vous. Est-ce que c'est ça l'avenir? Alors là, je suis dans une voiture hybride. J'étais malheureusement coincé dans les embouteillages et j'attends mon train. Donc malheureusement, vous me voyez dans une voiture
Donc oui, bah oui, depuis le 3 avril 2020, on a le droit de transformer n'importe quel véhicule qui roule sur la route en électrique, que ce soit des 2 roues, des 3 roues ou des 4 roues jusqu'au bus. Donc tout véhicule qui a plus de 3 ans pour les scooters et les 3 roues et tout véhicule qui a plus de 5 ans pour les 4 roues a le droit d'être transformé en électrique à batterie ou à pile à combustible, hein, donc ça inclut aussi l'hydrogène et ça c'est une très très belle innovation. Alors c'est assez amusant parce qu'en fait on fait une innovation avec avec du vieux. En fait le moteur électrique c'est quelque chose qui a plus de 150 ans, hein, et aujourd'hui en fait ça devient une nouvelle innovation et on peut le faire à partir de 2020 en France et c'est une très très belle nouvelle. Alors, je précise, Arnaud, tout le monde, quand on dit on peut venir avec un véhicule de plus de 5 ans, il faut d'abord qu'il soit homologué par vos soins, c'est-à-dire qu'on ne peut pas amener n'importe quelle voiture, il faut d'abord qu'elle soit passée par une société comme la vôtre, qu'il est homologué pour qu'ensuite ça puisse être réplicable. C'est important de le préciser, hein. Exactement, la réglementation française, c'est une réglementation d'homologation série, alors qui implique de passer des tests assez drastiques, hein, en termes de normes de batterie et de normes de sécurité, et qui autorise chaque rétrofiteur donc à avoir une homologation, de pouvoir commercialiser les véhicules une fois que l'homologation est faite. Le véhicule est déjà homologué, puisque prenons le cas d'une Renault Clio, ben, elle a déjà été homologuée à l'origine, mais la transformation que l'on effectue, on la réhomologue. Et sauf qu'on a le droit de faire de la série, ce qui est contrairement aux autres pays, notamment européens comme l'Allemagne ou les pays anglo-saxons, qui sont dans la réception à titre isolé, donc des réceptions unitaires. On a la possibilité de faire des dizaines, des centaines, voire des milliers de véhicules de chaque type. D'accord. Alors, aujourd'hui, c'est un coût, hein, de rétrofiter son véhicule, mais à partir de quel volume considérez-vous que le marché deviendra, j'allais dire, économiquement viable? Est-ce que c'est sur des dizaines de milliers, des milliers, des centaines de milliers? C'est quoi les perspectives dans les années à venir? Alors, quand on parle de coût, en fait, oui, ça a un coût. Une transformation petite pour un petit véhicule, c'est aux alentours de 15 000 €. Hein. Alors, ça paraît beaucoup, mais il ne faut pas oublier quand même qu'on met des batteries neuves et des moteurs neufs dans un véhicule ancien. Donc, souvent, je fais souvent la blague, mais on met une demi-Zoé dans une voiture ancienne, donc une demi-Zoé neuve. Donc, on met des batteries neuves, des moteurs neufs, donc parti pour un nouveau cycle de durée qui peut durer 8 ans, 10 ans, 12 ans, en fonction de l'usage. Donc, c'est pas si cher que ça, puisqu'en gros, le grand avantage de l'électrique aujourd'hui, notamment à batterie, c'est que les batteries coûtent cher, certes, mais c'est du carburant prépayé, puisque vous faites des économies au kilomètre qui sont assez significantes. Donc ça, c'est la première des choses. Ensuite, forcément, les prix vont baisser, puisqu'on est à l'année zéro du rétrofit. Il ne faut pas oublier que ça a commencé depuis le 3 avril 2020, qu'on peut commencer à faire des homologations, que chaque opérateur rétrofiteur peut faire des homologations. Donc d'ici l'année prochaine, on va commencer à avoir des tarifs qui vont s'améliorer, et puis au fur et à mesure des années, au fur et à mesure du volume, on pourra se permettre d'avoir des tarifs qui commenceront à être vraiment très intéressants. On estime dans la filière sur les 5 prochaines années d'aller vers 150 000 véhicules, ce qui est à la fois minuscule, mais ce qui est énorme. Alors, minuscule en termes de part du parc, hein, il faut savoir qu'il y a 40 millions de véhicules en France qui circulent. Donc, si on fait 150 000, c'est à peine 0,4% du parc. Donc, c'est pas beaucoup. Donc, mais 200 000 véhicules ou 150 000 véhicules, c'est un beau volume et ça permettra notamment de décarboner des véhicules qui sont actuellement polluants, enfin, qui émettent des émissions en roulant. Et c'est surtout faire parce que si vous possédez un véhicule et que vous ne pouvez plus circuler dans une ZFE, c'est une alternative à devoir le jeter, acheter un véhicule obligatoirement neuf ou d'occasion et l'utiliser. Donc, c'est plein d'économies, c'est bon pour l'emploi, parce qu'enfin, les transformations se feront en France pour des homologations françaises. Dernier point, on dit souvent le rétrofit à l'électrique, mais dans la loi, en fait, on pourra rétrofiter aussi, pourquoi pas, à l'hydrogène, voire d'autres technologies. Hein. Ça n'est pas uniquement réservé à l'électrique, même si dans un premier temps, c'est ce vers quoi le marché se dessine. Alors effectivement, en fait, la réglementation est assez incroyable, puisqu'on a la réglementation, on a mis un peu de temps avant de l'avoir par rapport à nos concurrents et nos pays voisins, mais c'est une réglementation qui autorise les piles à combustible. Donc, puisque grosso modo, quand on parle d'un véhicule électrique, c'est à batterie ou à pile à combustible, dont hydrogène, et donc c'est quelque chose qui est
autorisé dans la réglementation. Donc, on va se retrouver dans les prochaines années à pouvoir le proposer, que ce soit pour des camions, pour des camionnettes, pour des véhicules de flotte, des véhicules de collectivité. Donc, c'est vraiment une belle avancée. Et donc, c'est en ça où on est dans une innovation incroyable avec de l'ancien, parce que le véhicule est ancien, mais ce qu'on met dedans, c'est de la pure innovation et c'est là pour des dizaines d'années. D'accord, merci beaucoup. Arnaud, on peut aller sur votre site, Rétrofutur. Voilà, à très bientôt. Karima Delli, je me tourne vers vous. Vous êtes donc députée européenne, vous êtes présidente de la Commission des Transports et du Tourisme du Parlement européen. Vous le dites souvent, les transports sont responsables d'une bonne partie des émissions et il faut changer complètement son logiciel aujourd'hui, et notamment même pour les constructeurs. Je crois que vous avez mis en place récemment des tables rondes, même pour penser à la reconversion de ces métiers. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Est-ce que c'est la fin de l'automobile individuelle programmée pour vous, ou elle a encore quand même un petit espoir? Je crois qu'on va passer… Bonjour, merci pour cette invitation. Il faut bien comprendre que nous allons passer d'un nouveau paradigme. C'est-à-dire nous allons passer de la propriété d'une voiture au partage. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que l'industrie automobile, il est vrai que nous, en tant que législateurs, nous avons renforcé les normes. Juste après le Dieselgate, nous avons renforcé les normes, notamment sur la question du CO2, puisque je rappelle que désormais les normes, les constructeurs automobiles doivent respecter les moins 37,5% sur le CO2. Et nous avons aussi toute une industrie qui va être bousculée. Elle est bousculée et elle va être révolutionnée parce qu'en face d'elle, elle a des géants, notamment les GAFA. Vous savez, les GAFA n'ont pas besoin des constructeurs automobiles. Moi, j'ai eu la chance d'aller de l'autre côté de l'Atlantique. Ils vous disent texto. La Google Car, ils vous la font en une journée. La véritable thématique aujourd'hui, ça va être vraiment le levier d'action. Monsieur Thierry Archambault a parlé de la voiture autonome. Ils sont sur un focus notamment sur l'innovation. L'innovation, ça veut dire quoi? C'est la question des données. Ils sont persuadés justement que sur cette question-là, ils sont les meilleurs et ils vont pouvoir absorber le marché européen. Pourquoi j'ai mis en œuvre justement ce que moi j'appelle le Forum européen de la transformation de l'industrie automobile? Vous pouvez regarder. En France, c'est catastrophique. Partout en France, comme en Europe, de plus en plus d'usines automobiles commencent à fermer. Et ce soit des sous-traitants ou ce soit des géants de nos constructeurs. Le dernier en date, Bridgestone, qui est sur mon territoire, qui fabriquait des pneus. Et aujourd'hui, on leur dit quoi? On leur dit, désolé, on ne sait pas ce qu'on peut faire avec votre pneu puisque on a vu que la délocalisation et la mondialisation avalent de plus en plus ce secteur. Donc, j'ai mis en place ce qu'on appelle le Forum européen de la transformation de l'industrie automobile. C'était très difficile à mettre en œuvre parce que les constructeurs automobiles sont en panique et je peux le comprendre. Je peux le comprendre parce que la révolution aujourd'hui du climat, les gens ne l'attendent pas, ils la font. Et donc, leur comportement sur la voiture et sur leur mobilité va complètement changer. Dans ce forum européen, notre objectif est clair, mettre en place une nouvelle feuille de route de l'industrie automobile. Dans ce forum, on trouve des constructeurs automobiles, des experts indépendants sur la prospective, on a des ONG sur l'environnement, on a des ingénieurs, notamment sur les innovations, etc. Le but, il est assez simple. Tout d'abord, travailler sur une nouvelle politique industrielle. Comment on fait un mix énergétique? Monsieur Arnaud Pigonide l'a très bien dit. Il a dit, mais moi, le marché, j'attends qu'il ouvre. Et donc, où est-il ce marché de la réhabilitation en Europe? Nous allons le construire. Parce que le rétrofit est un levier d'action, mais encore faut-il former les gens. Et ça, c'est une vraie problématique qui est centrale. Tout le monde ne sait pas faire de l'électrique. Pareil sur le nouveau mix énergétique, on parle de l'hydrogène. Tout le monde parle de l'hydrogène, mais la voiture à hydrogène, ce n'est pas pour demain. Il faut faire attention, puisque même les décideurs politiques décident dans un premier temps sur la rentabilité de cet hydrogène, notamment de l'hydrogène vert. Et Valérie Bouillon le sait très très bien, puisque j'ai eu l'occasion de parler dans des conférences de l'hydrogène. Il est vrai que leur priorité, ils ont raison, c'est le lourd, c'est-à-dire le train, les bus, voire réellement toutes ces innovations. Et donc, le mix énergétique va être incroyable. Ensuite, la deuxième chose, c'est la question de l'innovation.
ouvrez les portes et les fenêtres, les constructeurs automobiles, ne restez pas entre vous. C'est-à-dire travailler avec les petits malins, notamment des startups qui aujourd'hui n'ont quasiment pas besoin de voiture pour travailler la mobilité de demain. Le MAS, cette demande de mobilité à la demande, qui va être de plus en plus fort, qui a bousculé ce marché de l'automobile. Et enfin, il va falloir parler des investissements et travailler concrètement sur la formation de ces salariés. Parce qu'aujourd'hui, ça fait des années que ces salariés sont formés à l'essence, au diesel, sauf que le climat, il est là. Nous avons une responsabilité. Les transports, c'est 30% des gaz à effet de serre. Quand vous regardez la part des transports, ben oui, la pollution de l'air et les CO2, c'est la route. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire concrètement? Eh bien, travailler ensemble. C'est la raison pour laquelle, sur ces questions-là, il y a énormément de pays qui prennent des mesures. Aujourd'hui, l'Angleterre vient de sortir le diesel ban, le fuel ban. Ils vont sortir de toute la catégorie essence diesel d'ici 2030. Mais vous vous rendez compte? Il est climat moins le quart. Il reste 10 ans pour reconstruire une nouvelle industrie, et notamment une industrie qui travaille sur un chantier majeur, l'économie circulaire. Il y a Tesla. Alors Tesla, vous savez, il s'implante en Allemagne. Sauf que les Allemands, ils considèrent quoi? Que demain, les matériaux vont être la denrée rare de notre monde. Les énergies fossiles, certes, il ne faut plus les utiliser, mais les matériaux vont être incroyablement rares. Eh bien, eux, ils apprennent déjà à recycler l'ensemble des véhicules déjà pour une politique industrielle circulaire. Et là, l'Europe a une responsabilité parce que toutes les voitures qu'on ne vend pas, parce que Arnaud l'a dit, il suffit qu'un moteur ne fonctionne pas, un catalyseur ne fonctionne pas, qu'est-ce qu'on fait? Ben, faut acheter une nouvelle voiture. Et donc, on a l'impression que les voitures telles qu'elles étaient faites aujourd'hui, c'était un peu jetable parce que tout de suite, il fallait racheter une voiture et qu'il faut faire attention parce que les voitures un petit peu qui n'étaient plus utilisées étaient envoyées en Afrique. Désormais, c'est terminé ce cycle. Aujourd'hui, il va falloir recycler sur notre propre territoire. Donc, la politique d'économie circulaire, nous avons un boulevard pour lancer une nouvelle politique industrielle. Donc, allons-y. Ensuite, on ne peut pas parler de la voiture. Attends, je termine par là parce que je crois que même ça va concerner tout le monde. Parce que quelqu'un a parlé tout à l'heure des infrastructures. Très intéressant, c'est un point fort de l'Europe. Dans le plan de relance, nous allons étudier l'ensemble de ces infrastructures. Beaucoup parlent de bornes électriques. Nous allons miser sur l'interopérabilité. Une borne, elle doit pouvoir recharger en priorité ce qui roule. L'électrique n'est rentable qu'à partir de 50 km. Et donc, on va regarder ce qui roule, notamment sur les bus électriques, sur les scooters. Ça va être de la rentabilité massive. Et on n'a pas encore pensé au stockage de l'énergie, qui va être un chantier énorme dans les années à venir. Alors, vous avez une autre question? Allez-y. Non, je vous remercie parce que c'est extrêmement clair et votre parole de façon très cohérente et régulière. Marc va nous rejoindre pour les questions. Moi, je veux juste donner la parole à Monsieur Archambault parce que vous parlez, il représente les constructeurs étrangers. Juste un mot, Monsieur Archambault, comment vous réagissez à cette mutation gigantesque qui va se passer pour les constructeurs, comme l'expliquait Karima Delli, et comment vous qui les connaissez mieux, est-ce qu'ils sont prêts à venir dialoguer? Est-ce qu'ils sont prêts à se transformer à ce point? Oui, sans aucun doute, la transformation est en cours. Je n'aurais pas fait cette réponse en 2008, au moment du Grenelle. Au moment du Grenelle, on s'est braqué et on a eu une réaction un peu d'animal blessé, et on est allé dans le déni. Et très rapidement, on s'est aperçu qu'on se trompait. Aujourd'hui, les constructeurs automobiles sont convaincus de la nécessité de ce changement climatique et ils en sont les acteurs. Ils ont besoin de visibilité, ils ont besoin de travailler avec tous. Madame Karima Delli a raison, et ils le font. Il y a besoin de formation, c'est en cours. Enfin, bref, l'ensemble des programmes de R&D aujourd'hui des grands constructeurs sont tous axés là-dessus. Et ils investissent des sommes considérables. Donc, je ne crois pas qu'ils soient en panique. Ce n'est pas le terme que j'aurais pris aujourd'hui. Par contre, ils sont très clairement mobilisés sur la gestion d'une transition radicale, sur
sur ce point-là, je rejoins complètement les propos de Madame la députée. Il y a déjà des résultats qui sont obtenus, qui sont intéressants. Vous avez par exemple BMW qui a construit une usine totalement neutre et qui s'est engagé dans des programmes de construction de véhicules totalement neutres, hein, intégralement neutres. Voilà. Donc, il y a des choses extrêmement nouvelles qui sont en train de naître et qui marquent des ruptures définitives avec ce qui a été fait auparavant. Voilà. Et je suis également d'accord avec ce que disait Madame la députée. C'est à travers l'innovation maîtrisée parce qu'on travaillera avec tous qu'on y parviendra. Mais c'est déjà le cas. Il y a énormément de programmes transversaux, multi-compétences, même des associations de constructeurs entre eux, au niveau de la recherche, hein, qui sont en cours pour justement réussir cette transition. Marc, est-ce que vous avez des... Parce que là, on est au cœur du problème, hein, et est-ce que le public question réagit? J'ai trouvé que cette dernière table ronde de la journée était absolument formidable. D'abord, avec une énergie féminine qui se dégageait et par les propos de Valérie quand elle interpellait tout le monde en disant on est en retard et il faut une boule de neige pour essayer d'aller plus vite sur l'hydrogène. Elle interpellait fortement le gouvernement français et les élus sur les sujets hydrogène. Quant à Karima, elle nous réveillerait une salle qui est totalement endormie après un repas festif, tellement elle a une énergie et une volonté. Elle a une vision. Qui bouscule beaucoup. Et moi, je me suis régalé. Je connais Thierry, je connais Valérie, Jean-Marie. Je ne connais pas Loïc, mais je connais bien Arnaud et Karima, parce que Loïc a terminé sur un autre sujet qu'est le GPL. Et c'est intéressant, ce que je rebondis sur lui, parce que vous le savez, nous, et Jean-Marie, tu l'as très bien répondu, tu as parlé de bouquet. Moi, je parle de mixité énergétique. Tu dis qu'il faudrait un maillage quasi cantonal, mais le bioéthanol est aujourd'hui dans 1600 stations, le GPL aussi. Il a été en panne pendant des années et grâce à Dacia, puis maintenant Renault, il redémarre. Et c'est important de le redire, c'est qui de l'œuf et de la poule. Si j'ai les stations, parce qu'on veut avitailler même pour l'hydrogène, mais j'ai pas les véhicules, j'aurai un problème demain. Donc aujourd'hui, il y a les bonnes nouvelles de cette année, peut-être est-ce dû au Covid, c'est que l'électrique, c'est plus... x3, on est passé de 2 à 6%, que le GPL redémarre, que le GNV est en train de bouger, que le bioéthanol commence à trouver son marché. Donc cette mixité, elle est en train de fonctionner. Alors on a oui des questions qui sont posées. Donc la première peut-être pour Valérie, puis la seconde pour Karima et Thierry. D'ailleurs, j'ai remarqué Karima et Thierry qui sont sur la même longueur d'onde, puisque Thierry, tu disais qu'on passait de la possession à l'usage, et Karima, tu dis on est dans le nouveau paradigme, on va vers l'usage, tout va être bousculé. Ça ne sera pas la fin de la voiture, parce que de sa maison à la campagne, loin de la ville, pour aller au train et prendre le train, il faudra toujours un véhicule. Alors, est-ce qu'il sera autonome un jour? Ça, c'est un autre sujet. Est-ce qu'il sera mutualisé? Pourquoi pas, on ira avec ses voisins. Mais par contre, ce qui est certain aujourd'hui, c'est que l'énergie propre est moins chère à la pompe. Et je rappelle que tout ce débat se pose aussi un an et demi après, les Gilets jaunes, qui a démarré avec le prix du diesel. Il y a eu d'abord le Dieselgate, Karima, qui a bousculé. Il y a eu le prix du diesel et de l'essence, qui ont tellement augmenté que les gens ont dit « stop, ça suffit, on arrête ». Et même tout à l'heure, le président de la région Grand Est, j'avais oublié, bonus l'achat de kits bioéthanol pour en effet essayer de pousser les gens à rouler local, énergie locale, indépendance énergétique, sujet cher à Karima par ailleurs. Et si le biométhane, le bioéthanol, le bio-GPL de demain était produit par les Français, on n'irait pas, par les Européens, pardon Karima, on n'irait pas l'acheter ailleurs, et ce serait très bien pour la balance. Une question pour Valérie, de Jean-Michel. Pour Madame Bouillon d'Airport, d'ailleurs la question était très ciblée. Pour l'hydrogène, n'avons-nous pas des insuffisances de production au niveau européen par rapport au pétrole et à l'électricité, mais aussi des enjeux de distribution? Alors, sur la première partie de la question, à savoir la capacité de production. Aujourd'hui, je dirais la production d'hydrogène carboné, elle existe déjà, notamment pour alimenter les marchés industriels. La capacité de transformer cet hydrogène carboné pour aller vers l'hydrogène vert nécessite justement la montée en capacité, d'où les plans européens et les plans nationaux, pour construire ces capacités de production avec des électrolyseurs utilisant des énergies renouvelables. Il en va de même pour les infrastructures, et ce n'est pas propre à l'hydrogène, ça a été également le cas sur le GPL, ça a été le cas sur les véhicules électriques et batteries.
tout nouveau véhicule utilisant une nouvelle forme d'énergie doit pouvoir aussi constituer son réseau d'infrastructures. Et vous avez un certain nombre de programmes européens aujourd'hui qui, pour la batterie, pour le GNV, pour le biogaz et pour l'hydrogène, mais Karima pourra en parler bien mieux que moi, notamment la révision de la directive sur les alternative fuels, qui pousse et qui oblige quelque part les États membres à s'engager sur le déploiement de réseaux d'infrastructures pour toutes ces énergies alternatives. Donc, les trois nouvelles énergies sont concernées. Ça va prendre un petit peu de temps, mais ce serait ridicule de dire on va passer en claquant des doigts et on va proposer à l'utilisateur le même maillage que celui qui existe sur les stations essence aujourd'hui. Ça demande... D'ailleurs, pour ne faire que la comparaison... Jean-Marie a évoqué tout à l'heure, je voudrais d'ailleurs lui poser une question avant de revenir à une question à Karima et Thierry. Le maillage, il est de 13 000 pompes à essence. On a entendu tout à l'heure qu'avec 1600 pompes bioéthanol ou 1700 GPL, on arrive quand même à peu près s'en sortir parce qu'on n'est pas près d'avoir les 1600 pompes hydrogène. C'est pour ça que je le cite maintenant, puisqu'on démarre, on est quasiment à zéro. Il y en a une dizaine, je crois, une à Paris, une dizaine en France, sans me tromper. Par contre, ce qui m'intéresserait de vos réactions, et parce que ça a été évoqué tout au long de la journée, c'est est-ce que pour aller plus vite, au-delà des 7 milliards mis sur la table, au-delà pour les bonnes électriques des 75% d'aide d'Enedis à le faire, et on a découvert que même les directeurs des flottes des collectivités locales n'étaient pas au courant, est-ce qu'il ne faut pas faire du partenariat public-privé où la collectivité locale va investir dans l'hydrogène, bien sûr pour ses besoins, mais l'entreprise qui est dans la ville va aussi être concernée en se disant je passe à l'hydrogène et on divise la facture en deux. Est-ce que Jean-Marie, c'est pas ça l'avenir? C'est aussi par rapport au coût des infrastructures d'essayer de diviser l'addition en se mettant à plusieurs autour d'une table, justement pour avoir l'avitaillement local. Jean-Marie. Jean-Marie n'est plus là? Ah non, on a eu une déconnexion. Mais Valérie et Thierry, s'ils souhaitent répondre à cela. Tu en as déjà quelques... Valérie, oui. Oui, tu en as déjà quelques-uns qui existent. Je prends l'exemple du projet Zero Emission Valley en Auvergne-Rhône-Alpes, où la société qui va porter les infrastructures à l'échelle de la région, alors on est encore sur un nombre limité, on est sur une vingtaine de stations d'ici 2023, c'est un partenariat public-privé entre la région et des industriels, notamment Engie et Michelin, pour arriver à créer cette première phase dans le déploiement des infrastructures. Bien sûr, il faudra une accélération ensuite pour toucher le particulier. Mais en s'adressant aux professionnels, aux usagers professionnels dans un premier temps, le maillage nécessaire est moindre. Pour rappel, dans la stratégie française, on parle de 1000 stations hydrogène à l'horizon 2030. D'accord, question pour Karima et Thierry, puisque Karima, en plus, tu as évoqué le MAS tout à l'heure, mobilité as service. Quel rôle pour les loueurs longue durée, par rapport aux constructeurs et à l'autopartage dans ces innovations? Thierry, peut-être, qui va prendre la place? Comment on s'organise dans cet système mieux géré d'innovation? Les loueurs longue durée ont-ils leur place? Ou l'autopartage? Oui, l'ensemble des acteurs a sa place, mais ces places vont se redéfinir et elles vont surtout, c'est ce qu'on disait précédemment avec Madame la députée, elles vont surtout se redéfinir par une collaboration beaucoup plus étroite des différents acteurs entre eux. On va passer à des achats non plus de voitures, ni même simplement d'usage, mais de multi-usage ou d'usage partagé. Les loueurs auront effectivement un rôle à jouer là-dedans. Donc, les bouleversements sont certes, bien sûr, techniques, industriels, etc., mais ils sont aussi psychologiques. C'est aussi dans la tête des gens que des choses vont devoir bouger. On ne sera pas propriétaire, comme on l'était il y a une quarantaine d'années, de sa voiture de manière statutaire. On sera propriétaire d'un droit à usage d'une voiture partagée qui sera elle-même financés ou possédés par des loueurs qui la loueront selon des cycles de vie qui seront plus longs et multiples. Voilà, donc, mais bien sûr, il y a toujours une place pour les loueurs, largement. Oui. Karima, concept du MAS, cette place pour d'autres acteurs?
Votre micro. Il y en aura plein. Il n'y a pas seulement les loueurs automobiles, hein, qui, eux, auront plutôt, vont être un peu les gestionnaires de la flotte. Ça, c'est la première chose, du fait de leur expérience et de leur coutume, et ils vont juste gérer, au fait. C'est-à-dire comment ils vont mettre en relation le client avec notamment… mais il n'y aura pas que seulement… le MaaS ne concerne pas seulement les loueurs, ça va être les opérateurs de transport public, par exemple. Ça va être toute la question demain aussi de la place des constructeurs automobiles qui vont devoir faire des packs, entre guillemets. Je ne sais pas si on appelle ça pack, hein, Thierry Archambault, je suis désolée de dire ça pack, mais ça va être de la maintenance jusqu'à l'offre de mobilité qui devra justement gérer l'ensemble des flux. Donc, il y a plein d'acteurs et d'intermédiaires qui vont rentrer, sauf que la problématique majeure, ça va être aussi les collectivités vont créer aussi leurs propres demandes selon les habitudes de leurs habitants. Et on voit apparaître partout en Europe le rôle des villes, parce que c'est eux qui coordonnent notamment la mobilité de leurs citoyens. Karima, vous qui êtes députée européenne, est-ce que cette mutation, bien sûr, elle est mondiale, elle est pour tout le monde, mais est-ce que certains pays vous semblent plus près que d'autres? Je pense aux pays des constructeurs comme l'Allemagne, par rapport à la France, ou voire l'Italie, pour ce qu'il en reste sur leurs constructeurs. Comment, voilà, est-ce qu'ils sont tous dans la même position, ou est-ce qu'il y en a qui sont plus avancés quand même sur cette mutation de leur raison d'être presque, hein? Ils sont tous sur la même logique de rentrer dans la transition écologique, sauf que certains vont plus vite que d'autres. Et c'est là où je regrette parfois certains mots de constructeurs automobiles, même français, qui pensent que je fais de la législation pour les embêter. Et donc, je me souviens de certains propos, alors on est entre nous, mais Carlos Tavares qui m'avait dit « mais j'étais incompétente parce que j'avais renforcé les normes, notamment sur le CO2 ». Et il n'y a que ce constructeur-là qui m'a fait cette remarque. Les autres constructeurs, en gros, s'adaptent et veulent aller plus vite. Et là, il y a un problème aussi de culture. Et ça, c'est très, très important parce que, justement, aujourd'hui, on voit arriver aussi des pays du Nord qui ont totalement une culture différente des nôtres, qui n'ont pas de constructeurs automobiles, mais qui vont commencer à dicter dans les comportements, notamment des citoyens, une culture beaucoup plus vertueuse. Ce qui fait que, par exemple, dans les pays du Nord, on a vu la culture du vélo, etc. Et on voit, par exemple, après le Covid, la culture du vélo, aujourd'hui, est un levier d'action incroyable, au point qu'on a créé ce qu'on appelle des coronapistes. Non, mais il fallait le faire, quoi. On n'a pas appelé ça… Oui, j'ai entendu citer ça tout à l'heure par Lauriane Rossi, les coronapistes, en effet. Non, mais vous voyez, ça veut dire qu'il y a un bilan de la mobilité qui est en train de partir. Dans les pays du Nord, par exemple, aujourd'hui, avec notamment Greta Thunberg, on a plein de nouveautés. Il y avait aujourd'hui, et je peux vous le dire, c'est les questions aussi de mobilité dans l'aviation. Parce que souvent, c'est vrai qu'on regarde le côté mobilité de la voiture, mais il faut regarder aussi les autres secteurs, hein. De retard sur cette transition écologique. Ben, vous voyez qu'il y a plein maintenant de nouveaux comportements et les gens ils disent ben, on ne va pas prendre l'avion, on va prendre le train. Et donc l'influence aussi de cette prise de conscience majeure du défi climatique fera que désormais ce sont les consommateurs, ce sont les citoyens qui vont faire leur propre mobilité selon leur avantage de leur empreinte carbone. Et là, ça va être nouveau. Et moi, je crois que c'est là aussi qu'il va falloir voir en termes, et c'est pour ça que la France est en retard sur la méthode. Quand je parle de méthode, tout à l'heure, on parlait de bornes, de mix énergétique, etc. Mais d'où le phénomène aussi des gilets jaunes. C'est qu'il va falloir faire attention parce que la mobilité est devenue un accélérateur de précarité. Et oui. Et donc là, il va falloir faire très attention sur l'offre, comment on va répondre sur des territoires périurbains ou ruraux à cette offre de mobilité. Je rappelle que souvent, des bornes électriques sont faites dans les centres-villes. Alors les gens, normalement, dans les centres-villes, vous avez des métros,
des transports en commun, des trottinettes qui viennent d'arriver, etc., etc. Mais tout ce choix, ce bouquet de mobilité, eh ben, les périurbains et les ruraux n'ont pas accès, alors que c'est eux qui ont besoin d'une voiture. Donc, c'est peut-être d'abord eux qu'il faut privilégier en termes de voitures électriques, de mix énergétique sur l'hydrogène, etc. Et je crois qu'on a une pensée un peu bizarre en France, je suis désolée, mais parce qu'on se dit que la majorité des citoyens vivent dans les villes, alors on va faire dans les villes. Mais attention, parce non, mais tu sais, tu as totalement raison. Et je pense si après les Gilets jaunes, il y a eu le programme Cœur de ville sur 220 villes qui ont été plutôt oubliées dans des stratégies françaises assez logiques face à la montée de la puissance allemande. On a mis le paquet sur les régions, on a mis le paquet sur les grandes agglos, on a oublié les villes moyennes qui ont été délaissées avec des cœurs de ville totalement paupérisés aujourd'hui et des commerces qui ferment. Et aujourd'hui, c'est pour ça qu'avec le club, et je t'entends bien parce que je reviens sur ce lien sur le pouvoir d'achat, dans cette transition actuellement, nous croyons beaucoup à la mixité énergétique, nous croyons beaucoup à l'ensemble des solutions qui sont proposées. Et je le rappelle, GPL, bioéthanol moins cher à la pompe, à 88 centimes. Donc aujourd'hui, les classes qui n'ont pas les moyens de finir leur fin de mois, parce qu'ils ne peuvent plus bouger, on peut baisser d'un tiers le prix de l'essence, qui est un véritable coût dans le budget des ménages. Et pour l'instant, en effet, c'est ceux qui sont oubliés dans nos campagnes, dans ces régions, dans ces chefs-lieux de canton. Ils ont besoin de leur voiture pour bouger. Ça, c'est une certitude. Elles peuvent être demain plus écologiques. On a d'ailleurs noté tout à l'heure, parce que c'est pas le MAS, mais j'ai interpellé les gestionnaires de flotte des collectivités locales, et la ville de Lyon est en train de se poser la question, et si les 1600 voitures le week-end qui ne tournent pas étaient dans un usage collectif public, alors soit vis-à-vis des consommateurs, soit pourquoi pas parce qu'on a été interpellé par Red and White, que l'on connaît en Occitanie, et pourquoi pas utiliser les véhicules qui s'arrêtent à 18h pour emmener des personnes âgées par des sociétés spécialisées dans le transport des personnes le soir. Cette mutualisation des véhicules, il y a la mutualisation des infrastructures, il y a la mutualisation des véhicules, et on trouvera des solutions. Je veux juste poser une question que technique, sur laquelle il y aura Loïc Boutier, s'il peut me répondre juste rapidement, parce que je vais devoir clôturer. Est-ce qu'on peut imaginer demain, puisque c'est le cas pour le bioéthanol, ça a été évoqué tout à l'heure, du véhicule électrique rechargeable, non, du véhicule hybride rechargeable avec du GPL? Tout est envisageable. Dès lors que l'on a un moteur, un véhicule qui a une batterie qui est hybride et donc qui en ville pourra tourner sur la batterie, quand il sera dans une zone sans électricité ou loin de sa base, on peut très bien imaginer un moteur thermique qui soit au GPL ou au GNV. Après, c'est une question de packaging, hein, parce que forcément, quand vous mettez une batterie, tout un système électrique dans une voiture avec son moteur thermique et qu'en plus, vous devez lui mettre du GPL ou du GNV, forcément, il y a un moment, il y a une limite dans le système. Mais un véhicule hybride GPL, c'est tout à fait possible. Mais c'est parce que si demain on peut rouler électrique, donc zéro émission de CO2 ni de particules en ville, et rouler avec un carburant alternatif plus écologique sur la route, on trouve, je n'ai pas dit que c'est la solution, mais pour ceux qui roulent beaucoup, ça sera peut-être l'alternative aux véhicules électriques que va porter aussi le rétrofit, puisque ce sont des nouvelles possibilités qui s'offrent à tout le monde. Et là, je crois qu'il y a un marché qui peut te permettre de donner une plus longue vie. Renaud, avant que je puisse conclure, on va conclure tous les deux. Oui, juste pour finir, Karima Delli, votre parole a dû porter auprès de Carlos Tavares. Alors, je n'ai pas d'intérêt chez PSA, je vous rassure, mais il se trouve que leur gamme aujourd'hui, sur l'année, émet simplement 95 grammes, donc ils sont dans les clous, ils n'auront pas d'amende et ils font partie des constructeurs qui ont les plus bas taux d'émission. Donc ils ont su s'adapter. Voilà, c'était juste pour dire que les constructeurs français ont quand même fait des efforts. Karima, ton micro n'est pas ouvert, et c'est pas nous qui l'avons fermé. Voilà. Et encore une fois, je n'ai pas d'intérêt chez PSA. Voilà. Je veux bien, mais je demande à Carlos Tavares de me présenter ses excuses. Lui qui m'attaque pendant 2 pages dans le Figaro il y a quand même plus d'1 an et qui me dit à moi, Karima Delli, que je n'ai pas compétente parce que le législateur était complètement à côté de la plaque. Les normes ne sont pas... Il a dû parier sur le fait que là, pas de chance, tu es réélu aux élections européennes pour 5 ans. Oui, mais il regarde les rives, donc il va vous présenter ses excuses. On fera passer. On va devoir rassurer, Karima. Non, mais une chose qui est très importante quand même, et je terminerai par là,
c'est que les constructeurs automobiles ont une opportunité aussi de montrer à quel point ces innovations, il ne faut pas se braquer. Au contraire, ils doivent rentrer dans le défi du climat et ce n'est pas une contrainte. Au contraire, c'est une opportunité parce que si eux ne le font pas, je peux vous assurer que leurs concurrents américains et chinois ne vont pas les attendre. Sur ce, je vais conclure cette journée avec 6 tables rondes, 5 grands témoins. Ça a été absolument formidable de terminer avec cette table ronde extrêmement dynamique. Merci à tous nos intervenants, aux nombreux congressistes. À 14 heures, on m'a fait visite sur le site avec une moyenne de 50 minutes par visiteur, ce qui est tout à fait exceptionnel. Cette journée a été formidable, il y a eu beaucoup de contenu, il y a eu beaucoup de tweets. L'ensemble de vos interventions vont être segmentées pour pouvoir vous être envoyées, être utilisées, se donner du contenu, faire un journal. Je me réjouis d'avoir lancé ces rives il y a 11 ans avec nos amis de la Fonderie des événements, Nathalie Morlot qui pilote depuis tout à l'heure dans ce studio que nous inaugurons. Merci à Renaud d'avoir animé à toutes ces tables rondes. Merci à vous. Merci à tous et à très bientôt. Merci d'avoir tous participé fortement à ces rives 2020 et on se retrouvera donc l'année prochaine en 2021 pour les 12e rencontres. Bonne soirée à tous. Merci à vous tous.